Alors voilà, donc on sait, on va pas revenir sur les chiffres du déficit public, hein, mais je le rappelle quand même, pratiquement 175 milliards d'euros, 6 points de PNB, après 5,5 en 2024, la dette publique culmine désormais à 3 300 000 milliards d'euros, 3 300 milliards d'euros, et les charges d'intérêt à 59 milliards d'euros. Alors, tout va bien dans le meilleur du monde? Non, il faut faire des efforts. Philippe Béchade, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes président de think tank Les Éconoclastes et vous êtes rédacteur en chef des publications Agora. Alors, donc, encore une fois, pour la énième fois, un appel aux efforts. Écoutez, Français, vous, maintenant ça suffit, vous dépensez trop, il faut se serrer la ceinture. Vieille rengaine, nouvelle musique ou pas? Non, vieille rengaine, air connu, et puis alors interprété aujourd'hui sans aucun enthousiasme, sans aucune incarnation, parce que oui, ce sont des formules devenues complètement creuses. En fait, ça fait depuis même les années 90 qu'on demande aux Français de faire des efforts, et ceux qui devraient en faire, évidemment, sont toujours les mêmes, qui n'en font pas, et ceux dont on ne parle pas. C'est surtout ça, c'est l'omerta des médias sur qui ne fait pas d'efforts. Alors, qui ne fait pas d'efforts? Soyons concrets avec vous, je sais qu'on peut l'être, Philippe Béchade. Qui ne fait pas d'efforts et qui fait que ce système continue avec les mêmes qui payent et puis les mêmes qui ne font rien? Facile. Alors, on va commencer par les députés qui se sont augmentés de près de 400 € l'année dernière, parce que, voyez-vous, l'inflation, mon bon monsieur... Il faut faire un téléthon pour les députés, non? Peut-être. Ces gens-là sont obligés d'aller mendier des billets gratuits pour rendre visite à leurs administrés. Les sénateurs, alors eux, c'est carrément un peu plus de 750 €, donc là, pas d'effort. Il y a tous les obligés du système qui se retrouvent bombardés à la tête d'une agence bidon, d'un comité Théodule, d'une ONG, mais quand même jamais à moins de 100 000 € par an, plus les frais de déplacement, les frais de repas, etc. Ça ne fait jamais d'effort. Mais Philippe Béchade, pardon, on vous répondra, oui, mais ça, ce sont des miettes par rapport à l'abîme de la dette. Oui, l'abîme de la dette, là, bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce que l'on pointe du doigt, c'est-à-dire le modèle social et notamment la sécu, la sécurité sociale, et là, on nous parle de TVA sociale. Bon, on va reprendre les choses dans l'ordre. Alors, le déficit de la Sécu, c'est pas nouveau, ça fait même 30 ans que ça dure, et ça dure pour cette même raison que, là aussi, on tait, hein, le voile est plus que pudique, là c'est carrément un rideau de velours. Chaque année, quand on élabore le budget de la Sécu, il y a les dépenses et il y a les recettes. Les dépenses, généralement, elles sont à peu près conformes aux attentes. Alors bon, on a eu, en 4 ans de pandémie, peut-être un petit dépassement, mais qui était vraiment marginal. La réalité, c'est que ce sont les recettes qui ne sont pas au rendez-vous. Un peu comme dans un ménage où madame compte chaque euro dépensé, monsieur joue aux courses, paye des pots aux copains, voire rembourse les dettes de jeu de ses copains, leur paye un tour en Ferrari de location. Et quand on arrive, on dit au ménage: vous dépensez trop. Oui. C'est pas madame qui dépense trop. Non, c'est monsieur. Monsieur avec ses largesses. Et les largesses de l'État, c'est, mes copains, je les fais pas payer. Telle entreprise, telle institution va bénéficier d'une exemption de versement de son... Et ça chiffre à combien, c'est des milliards exemptions, à force. C'est des milliards. Alors, parmi ceux qui ne versaient pas, qui bénéficiaient d'une mensuétude pour ne pas verser son éco à la Sécu, longtemps, il y a eu la SNCF. Bon, maintenant, c'est plutôt des entreprises du CAC 40 qui arrivent à négocier par-ci ou par-là. On leur fait des belles exemptions, quoi. Oui, parce que c'est pour sauvegarder l'emploi, c'est pour... on retrouvera toutes les raisons qu'on veut. Donc, en fait, le budget de la Sécu, il est sur le papier équilibré, et à chaque fois, c'est pas les Français qui dépensent trop,
c'est les recettes qui ne rentrent pas parce que l'État ne les fait pas rentrer délibérément et demande bien sûr aux médias de ne pas parler de ce déséquilibre, enfin de l'origine du déséquilibre. Mais alors, dis-moi, Philippe Béchade, est-ce que aussi on parle beaucoup, vous savez, de la fraude sociale, etc. Justement, pour la Sécu, elle existe quand même, mais ça ne vous paraissait pas un facteur majeur ou dominant? Ah si, la fraude sociale, c'est quand même beaucoup d'argent qui part dans des poches où il ne devrait pas atterrir. Charles Pras, je pense que vous connaissez bien. Donc, il a fait là des publications, il a écrit des bouquins. Donc, ceux qui veulent se documenter sauront très factuellement quels sont ces modes de détournement et quels sont les sommes en jeu. Bien sûr qu'on voudrait bien récupérer 15 à 20 milliards par an. On voudrait arrêter de verser des retraites à des bicentenaires, etc. Mais quand même, les économies que réalisent les entreprises en ne versant pas ce qu'elles devraient à la Sécu, c'est énorme. Alors justement, moi il y a quelque chose qui me frappe, et étant un huron sur la question, je vois que le gouvernement cherche 40 milliards d'euros, on l'a dit et répété, de coupes budgétaires pour le prochain budget. Alors on a laissé s'accumuler, dit François Bayrou, des décennies, tout courant politique confondu, montagne de dettes, tous les courants politiques confondus, etc. Nous ne pouvons pas échapper. Mon but c'est que chacun des Français qui nous écoute dit on ne peut pas faire autrement. Moi, une question, quand même, c'est pouvoir me répondre. Alors, pourquoi 40 milliards, pas 50 milliards, pas 60 milliards, 30 milliards? Qu'est-ce que ce chiffre de 40 milliards qu'on entend, qu'on nous assène depuis des mois, ça veut dire quoi? Pourquoi ce chiffre-là? Celui-là, je dirais pas qu'on l'a sorti du chapeau, mais c'est un peu le montant du déficit estimé pour 2025. Je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas 40 milliards. Ce sera plus. Bien sûr, à la rentrée, on s'apercevra que c'est probablement 100. Parce que, là encore, le budget 2025 était bâti sur des hypothèses qui sont plus qu'optimistes, pour ne pas dire complètement fallacieuses, de croissance qui ne sera pas au rendez-vous. Les recettes ne seront donc pas au rendez-vous. Mais il se passe quelque chose de beaucoup plus grave et beaucoup plus profond qui fait que les 100 milliards que j'évoque, ça sera peut-être même au-delà. On a, par exemple, un secteur immobilier qui est totalement congelé. Vous avez aujourd'hui des études de notaires qui ferment, vous avez des notaires qui changent de profession. Carrément, les promoteurs, il y a plus aucun dépôt de permis de construire, c'est totalement congelé. Or, parmi les secteurs qui créent vraiment de l'emploi pas délocalisable, il y a l'immobilier. On est en pleine crise, non pas seulement de l'immobilier, on est dans la crise du logement. Les gens ne peuvent pas se loger, les gens ne peuvent pas payer leur loyer, les gens ne peuvent pas acheter avec des taux même à 3,30 qui sont pas énorme historiquement. Les gens ne peuvent pas acheter. On aurait un besoin de construire colossal, ça créerait énormément d'emplois. Et là, au contraire, on va avoir 250 000 pertes d'emplois, toutes professions confondues, qui participent au bâtiment, les artisans, tout corps de métier. Pourquoi ce gel Eh bien parce que il y a une détestation de l'immobilier de la part du président qui est assumée depuis 2017, à tel point d'ailleurs que lorsqu'il y a eu le gouvernement Attal, rappelons-nous-en, ils ont oublié le ministre du logement. C'est juste, le logement est le premier poste budgétaire d'un ménage. Et il y avait des ministres de je sais pas quoi, de l'égalité homme-femme, de la promenade des chiens et des poulaillers à 4 poules, mais vous n'aviez pas de ministre du logement. Ils s'en sont aperçus après, et c'est donc un vague sous-ministre à qui on a collé le bébé. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, le pays est vu par des gens qui, eux, n'ont jamais eu, évidemment, de problème de logement et qui détestent, en plus, les propriétaires parce que ce sont des rentiers. Sauf que ce que l'on ne voit pas, c'est que si l'on congèle l'immobilier, eh bien, on congèle en réalité les créations d'emplois, là, sur notre sol. Et donc, s'il n'y a pas d'emplois créés, et s'il y a destruction d'emplois, parce qu'il va y avoir des centaines de milliers d'emplois détruits pour quelques dizaines de milliers d'emplois créés. J'ai une maison à la campagne, à 10 km de chez moi, sont en train de se construire un nouvel entrepôt Amazon. Il va être rempli de robots.
il va y avoir peut-être 300-400 personnes qui vont travailler là, mais une fois que ce centre va commencer à fonctionner, combien de commerces vont fermer en région parisienne? Donc en fait, c'est Schumpeter, la destruction créatrice. C'est-à-dire que Macron se vante d'avoir fait venir des grandes entreprises, on va construire soi-disant des usines, mais c'est des usines à la japonaise. Les usines à la japonaise sont fascinantes. Pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Alors que ce qui crée vraiment de l'emploi, c'est-à-dire l'immobilier, là par contre, on le congèle. Donc il y aura beaucoup moins de rentrées fiscales d'ici la fin de l'année, beaucoup moins d'argent collecté pour les retraites, puisque là, il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Donc le problème de la Sécu va encore s'aggraver. Parce que si on ne crée pas d'emploi, on peut toujours couvrir la France d'usines. Mais si dedans, vous avez 500 robots et 3 geeks qui les programment à distance... Qui les orientent et les baladent. Ça ne crée pas d'emploi. Donc là, on a vraiment un souci, c'est que cette année, on voit déjà que le chômage progresse. Donc, on va avoir une aggravation de ce problème de la dette sociale ou du déficit social. Et c'est pour ça que on nous parle d'instaurer une TVA sociale. Oui, c'est intéressant. On va en parler de cette TVA sociale et on va en parler surtout qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que ces Français-là à qui on demande de se serrer la ceinture, oui, mais jusqu'à où et à quel périmètre? On en parle tout de suite avec Philippe Béchade après cette petite pause. À tout de suite, restez avec nous. 0826 300 300 si vous avez des questions ou des interventions. Serrez-vous la ceinture, les Français, serrez-vous la ceinture, nous dit François Bayrou. Nous sommes toujours avec Philippe Béchade, qui est économiste, président think tank des Éconoclastes et directeur et rédacteur en chef des publications Agora. Alors on parlait, cette TVA sociale, c'est quoi? C'est une nouveauté? C'est quoi cette TVA sociale? Ça s'appelle un pur élément de langage. La TVA, elle est passée de 2% à ses origines à 20%. Donc on a eu 18% qui ont jamais été sociaux. Et puis d'un seul coup, passer la barre des 20, au-delà de 20, ça devient social. Oh, miracle. Mais la CSG, elle n'était pas un peu sociale? Contribution sociale généralisée. La CRDS, remboursement de la dette sociale, elle n'était pas un peu sociale? Donc d'un seul coup, il faudrait aussi que la TVA le devienne sociale. C'est une vaste blague. Non, la TVA sociale, c'est une façon d'échanger une moindre, pas taxation, mais moindre ponction sur ce que les entreprises versent aux salariés au prétexte qu'il faut que le travail paye davantage. Donc on va retirer encore des prélèvements sur l'entreprise pour faire asseoir la charge sur le consommateur en disant mais finalement il n'est pas obligé de dépenser. Il va gagner plus parce que l'entreprise va pouvoir lui donner un petit peu plus, mais après ça, il est libre de pas dépenser. Alors je peux vous rassurer qu'aujourd'hui les Français se serrent déjà la ceinture, comme je le dis. L'immobilier étrangle pratiquement 40 ou 50% des ménages. Donc pour payer le loyer, les gens déjà font déjà des économies font déjà des efforts sur tout le reste. C'est-à-dire que les efforts, c'est plus de coiffeurs, plus de restaurants, plus de sorties pour les gosses. On va beaucoup moins loin en voiture parce que faire le plein ça coûte, etc. Donc voilà où nous en sommes. Et si on rajoute évidemment de la TVA, là, on arrive. Ça recoupe, ce que nous dit Monsieur Bayrou. Tous les Français doivent faire un effort. Qui est concerné? La totalité des Français. C'est la TVA. Effectivement, elle touche absolument tous les Français. Bernard Arnault, jusqu'à Monsieur qui ne suit rien de Monsieur Macron. Et alors, cette TVA sociale va être mise en place? C'est une piste. C'est une piste. Alors voilà, on nous dit on peut pas hausser la TVA indéfiniment quand même, Philippe Béchade. On peut pas s'amuser à faire du yo-yo avec la TVA. Allez savoir, la CSG elle augmente bien indéfiniment et puis ça continue de passer. Et là, ce qu'on nous propose, c'est extraordinaire. Dans un souci de rétablir de la démocratie, après effectivement le dernier référendum où les gens avaient mal voté, qui remonte effectivement à 2005. Alors on va redonner la parole aux Français. Et là, on leur redonne la parole. Pourquoi? Pour déterminer qu'est-ce qu'on doit faire pour économiser 40 milliards. Bon, ça sera 100, ça sera peut-être même
plus. Autrement dit, on va redonner la parole aux Français en leur demandant qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le fouet? Vous voulez l'écartèlement? Vous voulez le supplice de la roue? Choisissez. C'est démocratique. Ah oui, c'est ça. On leur donne démocratiquement le choix entre le PAL, la roue, l'écartèlement et autres. Voilà, en fait, combien vous voulez payer et de quelle façon? Voilà. Alors que les Français devraient interroger l'État en disant mais vous allez arrêter de distribuer notre pognon à vos copains, là? Parce que là, ça commence quand même à bien faire, ça se voit, là. Ces pantoufles dorées pour des d'ex-ministres qui ont été battus aux élections. D'ex-conseillers qui se retrouvent président au numéro 2, etc. Donc ça, les portes tournantes. Ça, c'est insupportable. Et c'est justement ça qui n'est pas remis en question. Les entreprises qui bénéficient donc déjà d'exemptions du CICE et peut-être maintenant de la fameuse TVA sociale, les entreprises, on les fait pas contribuer, mais on va nous opposer comme contribuer quand même. Oui, mais on va nous opposer effectivement l'argument qu'elles sont déjà les plus taxées d'Europe. Ce qui est vrai. Vrai. Donc le vrai problème, c'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que dans le ménage, il y a le Français qui se serre la ceinture et qui compte chaque euro, et vous avez l'État qui vit sous les ordres de la République et qui distribue les prébendes aux amis. Ça coûte un pognon de dingue, pour reprendre une expression bien connue. Et ça, on ne veut pas le remettre en jeu. C'est-à-dire que c'est toujours madame qui tient bien les comptes du ménage, à qui on dit il faut faire encore plus d'efforts, et monsieur qui joue aux courses, il peut continuer à dépenser de l'argent, et avec les médias qui, évidemment, ne vont jamais dire faudra peut-être qu'on regarde un petit peu, là, qu'on regarde derrière le rideau, qu'est-ce qui se passe? En fait, oui, c'est-à-dire qu'il y a des recettes possibles, mais apparemment, les robinets sont fermés. Les robinets recettes, quoi, en tout cas. C'est un petit peu ça. Et ce sont quand même des petits privilèges. Mais quand on vous répond juste un mot, Philippe Béchal, oui, attendez, mais les entreprises, ce sont elles qui créent les emplois, c'est pas l'État qui crée les emplois, ce sont les entreprises, donc quand même c'est nous qui créons les emplois. Alors, vous avez parlé d'exemple de l'immobilier, etc. En fait... Là, on fait tout pour qu'on ne crée pas d'emplois dans ce secteur. On fait tout. Ça. Et donc, si vous voulez, en fait... L'impression, d'ailleurs, c'est ce qui ressort de ce que vous dites là, c'est qu'on tourne en rond, on cherche désespérément 40 milliards, vous dites que ça peut faire beaucoup plus. Ça fera beaucoup plus. Et ça fera beaucoup plus, absolument. Enfin, c'est ce que disent d'ailleurs, effectivement, vous et un certain nombre de personnes. Mais donc, on est dans l'incantation. Là, avec François Bayrou. On est dans l'incantation et on est évidemment toujours dans la culpabilisation. C'est ça. Et tant qu'on leur colle ça, la culpabilisation ou l'obligation les gens sont un petit peu tétanisés. Bien sûr. Les dépenses de santé dans une population vieillissante, c'est quelque chose qui quelque part est assez naturel. Bien sûr. Voilà. Alors, la sécurité sociale, j'espère que je vais être protégé. N'oublie pas qu'on disait longtemps, nous étions, et c'est vrai, le meilleur système de santé du monde. On était protégés comme personne. Il n'y a pas beaucoup de pays, etc., qui étaient protégés comme nous. Simplement, on a l'impression qu'on va être au diapason d'un certain nombre de pays. On se dit, voilà là, on est fragilisé. On est fragilisé. Alors on est au diapason de certains pays peu performants maintenant. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le bas du classement européen en termes de performance pour les soins. On est un des rares pays appartenant, on va dire au top 10 des pays les plus développés, où on a des pénuries de médicaments. Alors moi, je trouve extraordinaire qu'on n'inscrive pas dans une loi, justement, que il faut s'interdire absolument d'avoir des pénuries de médicaments, parce que quelque part, les gens en meurent. Donc d'un côté, on va faire inscrire dans la loi qu'on n'a même pas le droit d'empêcher les gens de décider s'ils veulent ou non mourir de leur propre chef, mais on n'a aucune loi qui dit qu'il faudrait quand même d'abord s'arranger pour que tout le monde ait déjà les médicaments nécessaires pour vivre, avant de s'occuper de comment on permet aux gens de ne plus vivre. Ce n'est pas le moins des paradoxes. Merci Philippe Béchade. Je trouve que on va en reparler de ça avec vous, et puis
avec ce qui se passe et de savoir effectivement, encore une fois, quel cran de ceinture. Parce que là, on ne parle que de ça. Pour le moment, on ne parle pas de comment améliorer notre sort. Non, comment faire des efforts. Très bien pour faire des efforts. Pour qui, pourquoi. Et est-ce qu'ils sont, et c'est ça le problème, bien répartis, ces efforts. Voilà. Et comme on dit souvent, tout effort mérite récompense. Or là, la récompense, c'est, en fait, vous aurez moins de coups de fouet ou moins de coups de bâton. C'est la méthode Trump, d'ailleurs. Je vais vous mettre 50 coups de bâton. Finalement, la sentence sera appliquée le 9 juillet et au lieu de 50 coups de bâton, vous en aurez que 10. Je me tape sur un seau qui est sur la tête et puis il dit mais pourquoi tu fais ça? Il dit c'est tellement bon quand ça s'arrête. Oui, mais sauf que là, ça s'arrête pas. Oui, sauf que là, ce que fait Trump, c'est il va quand même nous donner 10 coups de bâton. Et après ça, on nous explique qu'on va aller mieux. Excusez-moi, mais si on nous demande dans 1 mois et 1 semaine, le 9 juillet, de courir avec 10 kilos à chaque pied, on va aller beaucoup moins vite sur le 100 mètres que les Américains. Espérons que nous ne mourrons pas guéris. Merci Philippe Béchade.